Là, je pense qu'on a trouvé la nouvelle reine, c'est Iga Swiatek. En tout cas, si elle parvient à garder un équilibre mental. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport qui s'intéresse aujourd'hui à la petite balle jaune, et oui, le tennis, et surtout au plus salissant des grands chelems. On va parler de Roland Garros, bien évidemment, petite notice, vous n'oubliez pas, nous sommes également disponibles en podcast sur Spotify, donc n'hésitez pas à nous écouter si vous ne nous regardez pas. C'est parti! Et pour parler justement de Roland Garros, un mythique tournoi dont on adore parler, eh bien sûr, j'ai mon ami Xavier qui est avec moi. Comment ça va, mon Xavier? Ça va pas mal, et toi, ça va? Eh bien, très bien. Je suis hyper content justement de parler de, franchement, en Belgique francophone, on va dire du plus populaire des tournois. Et puis en plus de ça, aujourd'hui, on a un invité de marque. Il est commentateur pour Vous Sport, qui est notamment un diffuseur très important en Belgique francophone du tennis, puisque il diffuse notamment les ATP 1000, 500, 250. Donc vraiment, il y a une spécialité liée au tennis, et surtout le commentateur en question, eh bien, c'est Stéphane Druard. Comment ça va, Stéphane? Ben, ça va très bien. Merci de l'invitation. Mais je suis vraiment content de te recevoir ici. Tout simplement, je voulais commencer par une petite question très simple. Quel bilan tu fais de ce début de saison à l'ATP? Saison ouverte, ouais. En l'absence des Cadors, saison de plus en plus ouverte et qui confirme une fois pour toutes, parce que ça fait des années qu'on en parle, ce fameux passage de génération, mais la nouvelle génération, elle est là. Elle a pris le pouvoir depuis le début de l'année et ça se renforce évidemment en l'absence de Novak Djokovic, de Rafael Nadal. Et donc c'est intéressant parce que c'est pimenté de plus en plus. Je trouve on est à une période dommage que Djokovic soit pas à tous les tournois, que Nadal soit à nouveau absent, mais on a à chaque tournoi un intérêt très particulier. Et nous on a c'est l'intérêt qu'on a, c'est de vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant d'être ici aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on prépare Roland Garros en fait, et donc on voit les tendances qui se profilent, qui changent un petit peu chaque semaine, encore la semaine passée. T'es encore mieux préparé qu'un participant? Je sais pas, parce que les prévisions, elles sont pas faciles actuellement non plus. Il y a tout le temps des surprises. C'est vrai. Et puis, il y a aussi une image assez importante. C'était en début d'année, bien sûr, le départ de Roger Federer. Au revoir, monsieur le géant, quelque part. On avait vu ses larmes, notamment s'échapper du visage aussi de Rafael Nadal. Ils avaient pleuré comme ça, à l'unisson. C'était très beau à voir, Xavier. C'est aussi peut-être une époque auquel on dit au revoir, quand on voit que Novak Djokovic il y a de cela quelques jours fêté son 36e anniversaire. Il est un peu plus jeune, voilà, ça que... Il est un petit peu plus jeune, effectivement, que Rafael Nadal, qui en aura, je pense, 37 en juin. Donc voilà, c'est aussi une autre époque. Cette époque-là, c'est celle qui représente notre génération. Moi, personnellement, vu que j'en ai 33 maintenant, que j'ai vécu, genre quand ils ont commencé, qu'ils étaient encore jeunes et qu'on dit, ça va être les futurs grands. Et ils ont été les futurs grands qu'on prédestinait. Ici, dans la nouvelle génération, on en a certains, mais au final, ils ont quand même mis du temps à confirmer. Enfin, ce qui est malheureux, en fait, je trouve, pour la nouvelle génération, c'est que ils doivent attendre que l'ancienne génération prenne leur retraite pour pouvoir prendre leur place. Ils n'ont pas réussi à les délever, entre guillemets. Que Federer, il a dû arrêter. Nadal, il n'a pas pris sa retraite, mais c'est presque tout comme. Et Djokovic, il va pas jouer encore 5 ans. Non, la nouvelle génération, oui, elle est symbolisée par Alcaraz ou par Rune. Eux, ils doivent pas vraiment attendre parce qu'ils arrivent quand les autres, quand le Big Three s'en va. Là où c'est sans doute un peu plus frustrant, c'est pour la génération des Tsitsipas, Medvedev, Zverev. Eux, on pensait qu'ils ils ont dû patienter. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement. Et je me doute que tu as dû commenter toute une série de matchs depuis le début de saison, donc tu as vécu aussi en direct des moments qui sont des moments importants. Lequel a retenu le plus ton attention? J'y réfléchissais avant l'émission. Il y a peut-être un match, un grand match en tout cas, c'est la finale à Indian Wells, parce que c'est Alcaraz qui bat Medvedev, mais il le bat avec la manière, Medvedev n'a pas voix au chapitre. Or, Medvedev, c'est la référence actuelle depuis le début de saison. C'est l'homme qui a gagné le plus de matchs, le plus de tournois.
Et on voit que sur un match comme celui-là, face à un Alcaraz au sommet de son art, ben, il n'existe pas. Il est complètement dépassé. Oui, Alcaraz qui... Alors après, il y a d'autres à un match, mais voilà, celui-là est quand même assez marquant. Nouveau Masters 1000 remporté par Alcaraz. Il n'avait pas 20 ans encore à ce moment-là. Et justement, ça tombe bien, puisque c'est la première question de nos débats du jour. On va commencer avec ce qu'on appelle le que oui, que non. Où on dit oui, où on dit non. Derrière, ça enclenche bien évidemment un débat. Je sens que vous êtes pressant sur Alcaraz, donc on va commencer tout de suite. Ce Roland-Garros 2023 peut-il échapper à l'Espagnol Carlos Alcaraz? Oui ou non? Oui. Et ça peut lui échapper. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir débrouler sur les outsiders, les challengers et différents noms. Ça va être sympa à aborder. La Belge Isaline Bonaventure peut-elle créer la surprise et se hisser parmi les 8 meilleures joueuses du tournoi cette année? Non. Non, je ne crois pas trop non plus. Non, tu n'y crois pas non plus? Non. Ok, bon, on a envie de la soutenir, bien sûr, c'est une Belge, c'est un peu un jeune talent, donc on veut bien sûr la mettre en avant, on en reparlera bien sûr un peu plus tard. Et puis enfin, après avoir annoncé son forfait, alors qu'il a déjà 36 ans, reverra-t-on un jour Rafael Nadal sur le cours Philippe Chatrier? C'est oui ou non qu'il faut dire. Oui, bien sûr, oui, c'est ce qu'on souhaite. On va dire oui. Oui, allez, c'est bon. On va pouvoir démarrer avec donc le premier débat. Ben oui, je vais paraphraser un peu ce que tu disais. Ce Roland-Garros 2023 peut-il échapper à l'Espagnol, à Carlos Alcaraz? Tu as dit oui, mais qu'est-ce qu'il est fort, Alcaraz, quand même, Stéphane? Bien sûr. La question n'est plus de savoir s'il peut gagner un grand chelem, puisque ça c'est fait. Mais voilà, peut-il tenir la longueur sur terre battue? Je pense que oui, il n'y a pas de raison d'en douter, mais il fait clairement partie des favoris. De là en faire le grandissime favori, pour moi, ça reste Novak Djokovic. Parce que sur un grand chelem, en l'absence de Rafael Nadal, vous imaginez la motivation qui doit être celle du Serbe, même si la saison préparatoire, elle est inquiétante, interpellante dans quel état physique. Paraît un petit peu rouillé, alors que d'habitude, il choisit ses rendez-vous et il arrive fin prêt. Ici, quand il revient sur le circuit, il est en difficulté. Et même à Rome, où c'est d'habitude le tournoi où il affirme « je suis prêt et je vais me présenter porte d'Auteuil dans le costume de favori », ici, ça le fait pas. Néanmoins, il a 15 jours pour monter en puissance et on sait bien que quand il a du temps, Novak Djokovic, d'habitude, il monte en puissance. Et il a du temps ici parce que des matchs en 5-7 et il a du temps parce que sur 15 jours. Maintenant, il y a de nombreux outsiders et ce qui est quand même particulier, c'est que Novak Djokovic a perdu sa 2e place mondiale. Ça veut dire qu'il pourrait se retrouver dans la partie de tableau de Carlos Alcaraz, par exemple, qui est numéro 1. Et devoir le défier très rapidement dans la compétition. Très rapidement, en demi-finale à ce moment-là. Mais attention, il y a beaucoup d'autres prétendants pour moi à la victoire. Oui, bien sûr, on va y venir. On va simplement peut-être récapituler. Donc Novak Djokovic, 36 ans, 3e mondial effectivement, 93 titres, 22 grands chelems, et Alcaraz, 20 ans, numéro 1 mondial, 1 grand chelem, 10 titres. À côté de ça, quand même, Alcaraz a chuté à Rome. C'était face au Hongrois Fabian Marozsan. Voilà, c'est la perf de l'année. Il y a personne qui fera mieux. Ça, mais non, mais c'est ça. Est-ce que tu penses que ça peut changer? C'est pas faillible sur terre battue. Oui, c'est ça. Parce que moi, la question, c'était est-ce que ça peut changer quelque chose dans son statut de favori? Parce que il est quand même, que ce soit au niveau des bookmakers, mais même les observateurs, j'écoutais des podcasts, des radios, etc. Il est le numéro 1 quand même, le favori. Même si toi, tu es en train de nous donner des arguments en faveur de Djokovic, Alcaraz reste quand même la personne qui est la plus à même de remporter le tournoi selon beaucoup de gens. Tu comprends un peu que cette défaite aussi, elle fait peur à ces gens-là? Je pense qu'ils doivent pas trop s'inquiéter. D'abord, ça rappelle qu'il est humain. Et donc, à un moment donné, ce qui était un peu interpellant, c'est que c'est vrai que c'est rare de voir Alcaraz sans solution. Et ici, il est tombé face à un joueur qui, tout d'un coup, l'agresse, essaye de jouer plus vite que lui, ce qui est quand même une sacrée gageure, qui a une main pour réaliser des amortis à la Alcaraz. Ça n'arrive pas tous les jours non plus. Mais
je vais être très honnête, je pense que ça arrangeait bien Carlos Alcaraz d'avoir quelques jours de repos avant Roland Garros. Ah, il n'a pas tout donné, il n'était pas à 100%. Bah, je sais pas s'il n'était pas à 100%, mais quelque part, ça tombait pas trop mal. Parce que il restait sur un titre à Barcelone, sur un titre à Madrid, c'est là qu'il devait défendre ses titres. C'était la première fois qu'il jouait à Rome, pas de points à défendre. Et franchement, je pense que ça peut lui faire du bien, en fait, d'avoir quelques jours de préparation, de récupération avant Roland Garros. Ouais. Xavier? Bah moi, je rejoins un peu tout ce que Stéphane a dit. Pour moi, le vrai favori, ça reste Djokovic, parce qu'il a aussi, même si Alcaraz, maintenant, il commence à avoir de l'expérience, tout ça, mais Djokovic, l'expérience des grands chelems, c'est quand même autre chose. Ah ben, 22. Il est toujours présent, et comme l'a dit Stéphane, il monte en puissance souvent, enfin, pas les premières années, mais maintenant les quelques dernières années, on voit qu'en début de Grand Chelem, il a toujours un petit peu du mal. Il laisse passer un peu des sets et tout ça. Et puis après, deuxième semaine, il est toujours au rendez-vous et au final, c'est souvent lui qui s'impose. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment lui le grand favori. Alors, on va continuer à débattre, bien sûr, du sujet. Gardez, Stéphane, je vois que tu en as encore sous le pied. Garde un petit peu ce que t'as au chaud, parce qu'on va donner la part belle aujourd'hui, et oui, une fois n'est pas coutume, à un membre de la communauté BEFR sur Facebook d'Unibet. Il est un tennis amateur et c'est aussi un fan. Il s'appelle Quentin et il voulait lui aussi, tout simplement, nous donner son avis et ses favoris pour ce Roland-Garros 2023. Salut Sacha, c'est Quentin. Tu m'as demandé d'intervenir dans ton émission pour savoir, en tant qu'Unibet expert sur le tennis, de savoir si Carlos Alcaraz pouvait gagner Roland Garros. Ben, j'ai tendance à te dire que oui, il peut gagner, mais il a quand même trois candidats, trois rivaux assez sérieux, à savoir le premier, donc c'est inévitable Novak Djokovic, le Serbe qui vient tout juste de fêter ses 36 ans, qui détient le nombre de titres du Grand Chelem le plus élevé, à savoir 22 avec Rafael Nadal, absent lui cette année d'ailleurs, et donc il pourrait décrocher le 23e titre du Grand Chelem, ce qui lui ferait de lui le seul recordman de titres du Grand Chelem. Donc pour moi c'est son plus grand rival, parce qu'en 3-7 il est quand même très très fort à battre Novak. Ensuite je dirais qu'il y a le jeune Danois Holger Rune, donc il vient de faire finale du Master 1000 ici à Rome, donc il est en forme ici sur terre battue. C'est un joueur fort fougueux, qui transmet beaucoup d'émotions aux jeunes tennisman comme nous. Ensuite, le troisième et dernier rival, c'est le récent vainqueur ici du Masters 1000 de Rome, le Russe Daniil Medvedev. Hein, donc il est vraiment en forme ici en cette saison. Il a bien progressé sur terre battue. Et pour moi, je mettrais une petite pièce sur Daniil Medvedev. Affaire à suivre. Allez, bon Roland Garros à tous. Merci Quentin, bon Roland Garros à toi aussi. Justement, je vais partir sur Daniil Medvedev, 12e en février. Medvedev est aujourd'hui 2e au classement ATP. Est-ce qu'on rejoindrait pas aussi quelque part un petit peu les pronostics de Quentin sur la forme actuelle? Est-ce que ça aussi, ça peut être un véritable, comment on dit en anglais, contender à Novak Djokovic? Entièrement d'accord. Moi aussi, je mettrais bien une pièce sur Daniil Medvedev. Alors, c'est une histoire incroyable parce que Daniil Medvedev, il a 26 ou 27 ans, je pense, jusqu'ici. Il déteste la terre battue. Tu en parlais en début d'émission. Il déteste avoir les chaussettes sales. Il a l'impression de jamais être à l'aise. Il glisse pas correctement. Et son coach, qui est un personnage très chouette aussi, Gilles Servara, dit depuis le début: bullshit. Il y a aucune raison. Quand on est un des meilleurs joueurs du monde, on sait jouer sur toutes les surfaces. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il est papa depuis peu. Est-ce qu'il devient plus sage? Bon, d'abord, je rappelle, c'est le joueur qui a gagné le plus de matchs depuis le début de saison. C'est le seul qui a gagné 5 tournois. Et tout d'un coup, juste avant Roland Garros, il gagne son premier Masters 1000 sur terre battue, son premier tournoi tout court sur terre battue, à Rome. Dans des conditions très très difficiles, parce que ça a été un tournoi avec beaucoup de pluie, ça veut dire une terre encore plus humide, avec des glissades. Et qu'est-ce qu'on découvre? C'est c'est un joueur qui sait tout faire sur terre battue. Oui. Il peut jouer comme il le fait sur dur, il défend, il court beaucoup, il arrive maintenant à glisser, c'est pas encore très élégant ni très en équilibre. Mais on retrouve le même joueur que sur dur. Et sur dur, actuellement, Daniil Medvedev, c'est la référence. Donc oui, c'est un candidat à la victoire, clairement. Mais moi, je voulais justement te parler de ses qualités. Qu'est-ce qui peut faire la différence face à un Alcaraz dans
dans ce type de configuration-là et vu la forme qui est la sienne? Ben, peut-être l'expérience, la maturité. Et alors, la première qualité de Daniil Medvedev, c'est sa capacité à faire déjouer l'adversaire. On dit toujours qu'il englue l'adversaire dans une toile d'araignée. Ben, la terre battue, c'est la surface sur laquelle on peut peut-être le plus faire déjouer son adversaire, parce que c'est un vrai jeu d'échecs où il faut beaucoup réfléchir à ce qu'on fait, à comment... voilà, je pense que Daniil Medvedev, désormais, il a acquis cette conviction qu'il peut le faire. Et il y prend du plaisir. Et je trouve que ces deux dimensions-là, quand on sait que c'est un joueur qui fait des séries de victoires, il arrive en pleine confiance. Je ne dis pas que c'est le favori, mais c'est peut-être le premier outsider. Alors après, il y a d'autres outsiders encore aussi. Hein. Parler de Rune, notamment, oui, Quentin. Oui, bien sûr. Rune, c'est l'autre talent extraordinaire du tennis actuel. Plus que Casper Ruud, qui lui était finaliste face à Nadal. Bah attention à Casper Ruud qui a eu un début de saison et toute une partie de saison sur terre battue catastrophique où on le reconnaît pas. Mais ça rappelle que le tennis c'est dans la tête et dans la confiance. Mais lui aussi, il reste quand même sur une demi-finale où il accroche Rune à Rome. Il joue cette semaine à Genève où il est tenant du titre. Ruud, finaliste l'année passée, c'est pas par hasard. Donc, il fait partie des joueurs. Moi, j'y ajouterais Stefanos Tsitsipas, hein, même s'il n'est pas dans la forme de sa vie. Ça reste un joueur redoutable qui a fait une finale à Roland-Garros en 2021 contre Novak. Et j'ajouterais quand même un joueur comme Yannick Sinner aussi, même si par rapport au momentum, il n'arrive pas... il arrive peut-être pas au sommet de sa forme actuellement. Alors on va revenir justement sur Tsitsipas parce que justement ce matin je me suis fait une compilation de tous ces moments complètement où disjonctent complètement, où à un moment donné on a l'impression que il y a une pièce dans le cerveau qui saute et il devient complètement fou, notamment en conférence de presse où il dit des trucs parfois sur les adversaires, etc. qui sont assez incroyables. Mais Xavier, d'abord par rapport à tout ce que tu viens d'entendre sur les favoris et sur justement les prétendants à la victoire. Bah comme disait Stéphane, en fait c'est compliqué de vraiment. Si pour nous il y a Djokovic qui est quand même un petit peu au-dessus niveau favori. Mais après, t'as un pool de plein de joueurs qui sont capables d'aller loin. En l'absence de Nadal, on sait d'habitude quand il est là, ben, le titre il est pour lui, limite, tu peux être que deuxième. Ouais. Mais quand il est pas là, bah, tout le monde, il suffit que par exemple Djokovic ait une défaillance lors d'un match, il soit éliminé. Bah, le tableau, en fait, il est fort ouvert en l'absence de Nadal. C'est pour ça que c'est dur de vraiment donner un favori ou deux favoris. Il y en a plein comme Rune, Ruud, Tsitsipas ou Djokovic. Enfin, il y en a plein. Même Rublev, voilà. Qui a gagné Monte Carlo, c'est une belle référence quand même. Hein. Oui, Rublev, bien sûr, c'est un joueur assez, justement, je dirais imprévisible. Il peut surprendre sur des coups, sur des moments. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant quand je parle d'imprévisible. C'est là où je voulais en venir avec Tsitsipas. J'ai un peu parfois l'impression que c'est le mental son problème, que il peut disjoncter à tout moment. Et j'avais vu notamment des vidéos où il se prenait la tête, notamment avec ses parents, avec des gens dans le public. Il s'était pris le chou notamment avec Nick Kyrgios à l'époque, etc. En conférence de presse, il avait vraiment, je pense qu'il avait justement bien cassé son adversaire. Je pense que c'était justement Rublev à un moment donné. Et ça lui avait justement été retranscrit par la suite à Rublev en conférence de presse. Tsitsipas, finalement, est-ce que c'est pas justement dans la tête qu'il peut perdre un tournoi pareil? Oui, mais oui, même si ça vaut pour tous, ben moi je trouve pas que Stefanos Tsitsipas soit le plus instable et le plus fragile à ce niveau-là. C'est pas toujours facile de le suivre dans ses déclarations parce que il a un côté où il plane un petit peu, où il a un côté assez philosophe. C'est un garçon qui est très intelligent, mais force est de constater que ces derniers temps, il est placé, mais plus gagnant. Il n'a pas encore gagné de tournoi, je pense, en 2023, et donc il manque un petit quelque chose. Je pense qu'il vient de se séparer. Il avait appelé comme conseiller Mark Philippoussis, qui est l'ancien champion australien d'origine grecque aussi, et qui devait apporter
sans doute parce que c'était un gros serveur volleyeur, une dimension plus offensive à Tsitsipas. On imagine que c'est pour ça qu'il a fait appel à lui. Bon, il arrête la collaboration. Il y a toujours la présence de ses parents, hein, ça c'est très particulier, avec des tempéraments très affirmés aussi. Ah, mais c'est ça qui m'avait choqué, c'est pour ça que je te pose la question. Et puis, oui, là où je te rejoins, c'est qu'il fait pas l'unanimité dans le vestiaire. On sent bien qu'il y a une certaine animosité par rapport à certains, mais ça vaut pour la plupart des joueurs. Hein. Oui. Il y a peut-être que Carlos Alcaraz pour l'instant qui est tellement insouciant, souriant que voilà, j'ai pas encore entendu de critique à son propos. Oui, il y en a un dont on a énormément parlé, surtout plus l'année dernière que cette année, notamment parce qu'il avait engagé l'oncle de Rafael Nadal comme entraîneur. C'est Félix Auger-Aliassime. Oui. Aujourd'hui, il subit plutôt pas mal de critiques. J'ai écouté notamment Justine Hénin sur Eurosport France qui parlait de son côté un peu trop académique et sa capacité parfois à jeter des coups en l'air et à justement avoir beaucoup trop de déchets dans son jeu. Est-ce qu'on peut considérer que Félix Auger-Aliassime peut réaliser une surprise ou tu penses que c'est pas son année? Ah, je pense que c'est pas son année, non, parce que alors il y a toujours des surprises et peut-être à Roland-Garros en particulier, mais il faut quand même arriver avec des sensations. Il faut arriver avec une base très très solide. Tu évoques l'irrégularité. Je rejoins Justine Hénin évidemment. Ça, on peut pas dire que. Enfin, moi, j'ai pas été dans un premier temps. Il y a eu des signaux positifs par rapport à cette association avec Tony Nadal. Depuis lors, on peut pas dire que ça soit très concluant. Alors, j'aime bien moi, Félix Auger-Aliassime, mais il manque quelque chose pour l'instant pour passer un nouveau cap. Et ça, c'est ce qui attend beaucoup de joueurs à un moment dans leur carrière et des joueurs de cet âge-là, en particulier au début de la vingtaine. C'est un talent exceptionnel, mais il manque un petit peu de vice. Je dirais ça comme ça sur c'est un petit peu trop académique et aujourd'hui le tennis moderne un peu trop gentil en fait, voilà, c'est ça qu'on lui reproche, un peu trop scolaire, un peu trop gentil avec tout le monde. Voilà, il faut qu'il soit un peu plus sale dans son jeu, quoi. Peut-être, oui. Ouais. Ça. Je pense qu'on va aborder maintenant le tournoi WTA et on va justement s'intéresser à Isaline Bonaventure. Est-ce qu'elle peut créer la surprise? Vous m'avez dit non. Est-ce qu'elle peut se hisser justement parmi les 8 meilleures joueuses justement cette saison à Roland-Garros? Eh bien, vous m'avez dit non aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette joueuse? Quel potentiel a-t-elle vraiment, Isaline Bonaventure? Bah pour moi, c'est quand même une bonne joueuse, mais le problème, c'est que t'as demandé le top 8, toi. Tu m'aurais demandé le top 32, je t'aurais dit peut-être. Non, mais honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour elle, et je n'ai dénigré personne, c'est une bonne joueuse, elle a du potentiel. Mais le souci, à l'heure actuelle, quand tu regardes ses performances, elle passe 1, 2 tours. C'est très très rare quand elle va au 3e tour d'un tournoi. Et là, tu nous demandes aller en quart de finale. Ouais. D'un grand chelem en plus. Alors même si en WTA tout le monde peut battre tout le monde presque. C'est parce que j'aime soutenir mes compatriotes. La barre c'est quand même haute. Ouais, mais c'est comme les supporters de la Belgique qui en 2022 voyaient la Belgique gagner la Coupe du Monde alors qu'on savait bien qu'ils n'allaient pas la gagner, quoi. On aime nos compatriotes, on a envie de les soutenir. En sens, je lui souhaite de tout cœur qu'elle finisse top 8, mais j'ai quand même peu d'espoir. En tant que spécialiste de tennis, vraiment, comment tu situes son potentiel? Ben d'abord, je tiens quand même à rappeler que je suis essentiellement le circuit masculin et donc avec un œil attentif et sur le circuit féminin, mais je n'ai pas tant que ça l'occasion de suivre des matchs, en particulier d'Isaline Bonaventure, parce que je suis d'accord, elle est dans les tournois majeurs, elle avoue certaines limites. Je pense que quand même l'objectif était d'entrer dans le top 100 fin d'année passée. Je pense qu'elle a atteint les 86 ou je crois à ces alentours-là. Ouais. Donc c'est déjà intéressant parce que ça veut dire qu'elle est présente dans le tableau final des grands chelems. Rien que cela, c'est parfois un déclic dans une carrière. Après, son potentiel, je pense qu'il reste quand même à découvrir. Je suis d'accord pas que le circuit féminin est totalement ouvert, mais je crois que dans le top 50, il y a moyen d'y entrer. Et puis après, le tennis, c'est tellement une question de confiance, de trouver les bonnes personnes, de déclic à certains moments. Mais top 50 serait déjà pas mal, hein. Ouais, ce serait super. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Isaline, si tu regardes cette émission, on te souhaite bien sûr d'aller chercher le top 50.
Sur ce tournoi féminin, on va faire juste une petite digression, bien sûr, parce que c'est quand même intéressant de s'intéresser au tableau des femmes. Je pense que les choses sont un peu claires. Il y a Zabalenka d'un côté, il y a Swiatek de l'autre. Première mondiale, 21 ans, la polonaise. C'est la 60e semaine, justement, où elle figure au poste de numéro 1 mondial depuis sa première apparition, justement, en tête de ce classement WTA. C'est impressionnant, hein, son arrivée au top a été fulgurante, quoi. Oui, c'est un phénomène. Bon, il y a deux petites réserves. D'une part, est-ce que Swiatek n'est pas blessée? Ouais. Parce qu'elle a abandonné à Rome et elle a laissé quand même sous-entendre, elle donnera des nouvelles. Moi, j'en ai pas entendu cette semaine. Non, il n'y a pas eu de nouvelles. Mais voilà, c'est jamais l'idéal d'entamer un tournoi comme Roland-Garros avec un souci musculaire. Et puis, autant elle était ultra dominante la saison passée durant la partie sur terre battue en particulier, autant ici, elle a été battue, je pense, pour la première fois sur terre battue à Madrid par Zabalenka. Ouais. C'est un message quand même envoyé. Et alors, la joueuse qui s'impose à Rome, c'est Rybakina. Et oui, donc, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un petit mariage à 3 là quand même. Hein. Swiatek, Zabalenka, Rybakina. On va avoir un duel à 3 à mon avis. Et après, attention à des joueuses comme Sakkari, comme Ons Jabeur sur terre battue. Voilà, la quinzaine, elle est longue hein, quand même. Mais c'est vrai que sur le circuit féminin, il y a Swiatek et Zabalenka pour l'instant, quoi. Est-ce que tu penses que depuis le départ, justement, des sœurs Williams, bon, il y avait la grande époque avec Ivanovic, etc. Aussi, est-ce que justement ce tableau féminin s'est radicalement ouvert? Est-ce que tu penses, par exemple, qu'il y a de la place pour une vraie surprise en dehors de ce trio-là? Tu parlais notamment de Jabeur, qui est quand même... ce serait une grosse surprise pour moi. Hein. Ce serait une grosse surprise. Je pense quand même que En fait, ça fait 2, 3 ou peut-être un peu plus quand même, quelques années qu'on... regrettait, déplorait qu'il y avait plus de hiérarchie. Alors c'est pas tellement plus de hiérarchie parce que je pense que que ce soit le circuit masculin ou le circuit féminin, on a besoin de visages, on a besoin d'ambassadeurs, on a besoin de savoir un peu qui sont les meilleurs. Qui porte le drapeau, voilà, en fait. C'est bon pour un sport, pour une discipline. Et c'est ce qui manquait du côté féminin depuis l'absence des sœurs Williams. Je pense qu'on a trouvé. Il y a eu, mais c'était des bribes. C'était Osaka qui est parti tout d'un coup. Il y a eu la Canadienne Andreescu. Mais il y a personne qui s'installait. Là, je pense qu'on a trouvé la nouvelle reine, c'est Iga Swiatek. En tout cas, si elle parvient à garder un équilibre mental, parce qu'on a beaucoup parlé de ça aussi. Hein. Donc cet équilibre mental et Swiatek, on a déjà parlé aussi. C'est pas si facile. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que dans ce tournoi, avec justement la blessure, moi je pense qu'elle y sera hein, quand même, Swiatek, même si elle sera avec une demi, peut-être avec une attelle au tournoi, elle y sera. Il y a quand même aussi peut-être cette impression que tout le monde peut battre tout le monde dans le tournoi féminin, avec cette possibilité aussi de voir des noms qu'on n'a même pas cités ici encore en plateau, émerger, et voir la possibilité d'avoir vraiment un nouveau visage quoi à Roland-Garros qui pourrait gagner. Gagner? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Gagner. Pourquoi pas? Non, mais moi je suis le partisan de la surprise et je pense que dans ce tableau-là, ça peut être tout à fait possible, même si c'est vrai que Zabalenka est assez en forme, donc c'est clair. Mais justement sur les favoris, Zabalenka en 1 plus que Swiatek alors. Non, Swiatek en 1 si elle est en pleine possession de ses moyens. Oui. Ok. Et puis Zabalenka et Rybakina sans doute sur le même pied. Et puis Jabeur. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence justement? Ça m'intéresse. Entre dans un match, par exemple, on va dire que c'est un set partout. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre d'une part Rybakina, Zabalenka ou Swiatek, selon toi? C'est le mental. Ouais. Dans ce genre de rendez-vous, c'est le mental et c'est là que Swiatek est parfois très très impressionnante, hein, parce que et puis dans le jeu aussi, c'est une joueuse ultra complète, donc on n'a plus le modèle féminin est de moins en moins lui aussi stéréotypé avec des grosses frappes, non, le tennis féminin est redevenu un petit peu comme on l'adorait avec Justine Henin, avec beaucoup plus de variations, beaucoup plus de construction, d'intelligence de jeu.
Et ça, c'est quand même ce qu'il faut à Roland-Garros en particulier. Hein. Oui, en effet, on suivra ça en tout cas avec attention. On va bien sûr maintenant parler de l'information la plus importante. Bah oui, Roland-Garros sera sans sa couronne, sans son roi, sans Rafael Nadal, qui souffre en fait d'une inflammation de grade 2 au psoas iliaque, de la jambe gauche depuis sa défaite donc au deuxième tour de l'Open d'Australie. Ça va, j'ai réussi à le dire. Hein. T'as vu, c'était assez long. C'est bon, on a réussi à le faire. Oui, bah bien sûr, il l'a dit en conférence de presse. L'année prochaine, ce sera sa dernière. C'est quoi, selon toi, ça correspond à quoi, selon toi, un tournoi sans Rafael Nadal? C'était depuis 2004 que ça n'était plus arrivé. Et tu vas aborder ce tournoi comment, toi, en tant qu'amateur de tennis et de spectateur ou téléspectateur? On ne sait pas si tu iras à Roland. Hein. Ça reste de ton ressort, mon cher Stéphane. C'est nouveau, c'est nouveau. Ça fait 18 ans que ça s'est pas produit, qu'on n'a pas Rafael Nadal au départ. C'est triste. En fait, ce qui est triste pour moi, et c'est pour ça que quand on devait répondre oui ou non, oui, moi j'espère qu'il va revenir. J'espère qu'on va avoir Rafael Nadal. C'est la raison de sa décision aussi, c'est de se dire, c'est pas raisonnable de revenir maintenant sur le circuit. Il peut pas jouer blessé, il l'a fait trop souvent. Donc moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'il puisse effectivement terminer sa carrière l'année prochaine. Affaire à suivre quand même, parce que voilà, il va s'arrêter 3-4 mois et puis il va falloir reprendre. Bon, c'est Rafael Nadal, il est revenu tellement de fois après des blessures que on a quand même des raisons d'espérer. Est-ce qu'il sera encore compétitif l'année prochaine à Roland-Garros? Franchement, c'est un gros point d'interrogation. Mais donc ici, c'est une absence qui est très dommageable pour le on le voyait très tournoi, touché en pour conférence les organisateurs. de presse. Je pense que même pour ces grands rivaux, quelque part, ils doivent se dire waouh, là c'est la chance dont il faut absolument profiter. Et de l'autre, on veut toujours se mesurer à la référence absolue, quoi. Donc voilà, c'est un sentiment un peu partagé. Ça va faire un gros vide. Hein. Plusieurs journalistes ont fait des micro-trottoirs en fait aux abords de Roland-Garros, Xavier, et ils disaient c'est à peu près ce qui résonnait chez tout le monde. C'est pas un vrai Roland-Garros sans Rafael Nadal. T'es d'accord avec ça, Xavier? Oui, non, c'est vrai qu'on a tout le l'habitude qu'il soit là. Moi, je suis content qu'il soit pas là dans le sens où ça ouvre un petit peu plus. Et c'est pas forcément mon joueur de tennis favori, donc voilà, je suis plus ou moins content qu'il soit pas là. Et pour répondre à ta question, justement, au fait qu'on le verra encore ou pas sur le cours Philippe Chatrier, pour moi, je pense qu'on le reverra, mais plus lors d'exhibition, quoi. Je pense pas qu'on le verra encore en compétition officielle. Pourtant, ce qui se murmure, alors c'est simplement une information que je peux ajouter, c'est qu'il se préparerait pour la dernière échéance de sa carrière, qui serait justement le JO. Et puisqu'on sait que le tournoi, voilà, c'est ça, exactement, tennistique, ça se jouera là-bas, ça se jouera à Roland-Garros, et c'est justement sous la bannière de l'Espagne qui voudrait terminer comme une espèce de taureau à qui on mettrait le dernier coup de poignard. C'est un peu ça, c'est dans le romantisme de ce que disent un peu les observateurs du tennis, c'est un peu l'idée. Mais tu penses que physiquement, pour toi, il est déjà revenu combien de fois, il était toujours à la limite, et il était toujours là, et au final, vaut mieux peut-être partir malheureusement comme ça, que essayer de revenir à tout prix et puis de faire éliminer au premier tour ou quoi. Enfin, toi, c'est comme toujours, vaut mieux partir sur une note positive où au final, c'est quand même lui qui a gagné l'année dernière Roland-Garros, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. Oui, le problème, c'est que la note positive, elle n'est pas là à l'heure actuelle parce qu'il reste sur un abandon à l'australienne. Mais à Roland-Garros, toi, il reste sur un titre, effectivement. Pas sur une défaite au premier ou au deuxième tour, on se dit, ok, il est fini. Là, il a pas pu participer parce que son corps suivait pas. On sait que depuis longtemps, son corps, ça limite, comme même Federer, tout ça. Quand tu arrives à un certain âge, le tennis te demande tellement, ton corps, il peut plus suivre. Et donc, au final, ne pas participer à cause de ton corps, c'est indépendant de ta performance sur le court où t'as pas été au rendez-vous, quoi. Ouais, Stéphane, par rapport à ça, je te vois un peu pensif. Moi, je n'enterrerai certainement pas Rafael Nadal, mais je suis d'accord que c'est son corps qui risque de décider quand même, parce que voilà, il va s'arrêter quelques mois. Forcément, ce sont des médecins qui lui ont conseillé.
Et à mon avis, il y a personne qui peut dire dans 3 ou 4 mois, y compris ses médecins, hein, dans quel état est-ce qu'il... Mais il a quand même cette grosse envie, hein, et quand Nadal a envie, a une détermination... Et ce serait sortir par la petite porte, tu vois ce que je veux dire? S'il ne rejouait pas, ne serait-ce que même, tu sais, s'il fait un premier tour pour dire ok, au revoir, je sais que je vais me faire laminer, ou voilà, je descends au plus bas des classements, parce que je pense que s'il ne joue pas, à un moment donné, il va vraiment chuter énormément, il sera plus une tête de série. Donc, il est hors du top 100 là. Ah oui, déjà hors du top 100. Ça veut dire que très rapidement, il pourrait, imaginons au prochain Roland Garros, être, je dirais, face à un tennisman top. On parlait de Tsitsipas, on parlait d'Alcaraz, etc. Et peut-être ça pourrait être son dernier match aussi. Il y a aussi d'autres scénarios qui pourraient permettre en fait à sa sortie d'être plus grande entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire, oui. Stéphane? Affaire à suivre, parce que quand Nadal revient sur le circuit, d'habitude, c'est qu'il est compétitif et qu'il y croit. Donc, s'il revient, je pense pas que ça sera pour faire de la figuration. Ouais. Il déteste la défaite. Quand on gagne 14 fois Roland Garros, il y a que 3 défaites, hein, de Nadal à la porte d'Auteuil. Donc voilà, c'est un monument mais c'était écrit, hein, qu'à un moment donné, ça s'arrêterait et donc on s'en approche. Moi, j'espère juste qu'on le reverra la saison prochaine sur quelques tournois. Ce serait génial s'il pouvait s'arrêter aux Jeux Olympiques. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage Rafael Nadal, ne serait-ce qu'au niveau du jeu tennistique? Est-ce qu'on va vraiment avoir radicalement un changement de tennis en tant que tel dans la pratique du tennis de haut niveau? Est-ce qu'on va jouer différemment quand Rafael Nadal ne sera plus là? Est-ce que ça va ouvrir aussi d'autres perspectives? Est-ce que voilà, d'autres joueurs vont s'affirmer, ça c'est une évidence, mais est-ce que d'un point de vue tennistique, va y avoir un changement radical? Il y a eu bien sûr Federer qui part, Nadal qui part. Est-ce qu'on va pouvoir voir par exemple d'autres variétés dans le jeu? C'est déjà le cas. Nadal lui-même a quand même beaucoup évolué durant sa carrière en termes de style de jeu. C'est pas du tout le même joueur. Il va laisser un vide énorme parce qu'il y a cette personnalité. Je sais pas si c'est sa manière de jouer, c'est surtout sa combativité. Ça, c'est ce qui définit Nadal de manière extraordinaire. Aujourd'hui, il y a tous les styles sur le circuit. On a une période qui est très intéressante parce que il y a peut-être eu un moment où il y avait un style plus unidimensionnel. Ici, chaque joueur qui arrive avec des particularités. Alcaraz est le plus créatif, je pense, du circuit. Il y a personne qui a une telle imagination en cours de points, en cours de match. Jusqu'à présent, il a réponse à tout, sauf face à ce fameux Marozsan. Rune est un joueur génial à suivre aussi. Alors, on l'aime ou on l'aime pas parce que c'est un caractère un gros tempérament. Mais au niveau du tennis, il y a une variété qui est incroyable. Medvedev, on en parlait, il fait déjouer les autres avec un tennis qui est très peu académique aussi. Les derniers cogneur unidimensionnel, c'est presque une voie en voie d'extinction, pardon. Mais voilà, il y a beaucoup de profils différents aujourd'hui. Est-ce que tu aimes, rien à voir, je passe du coq à l'âne, tu vas voir. Est-ce que tu aimes le chocolat, Stéphane? Ah oui, beaucoup. Parce qu'on va pouvoir te faire gagner un chocolat. Et oui, on démarre avec question pour un expert. On vous en a parlé pendant des semaines et des semaines. Les pauvres invités, et Xavier aussi, à chaque fois qu'ils gagnaient, ils avaient pas de chocolat. Cette fois-ci, le producteur de cette émission, Ken de Reyck, nous a promis un chocolat. Le chocolat, on l'attend. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir parce que on est parti maintenant pour le jeu, le quiz, qui est d'ailleurs spécial vainqueur de Roland Garros. Voilà. On vous a mis sur du velours, le petit tapis est bien tassé. Normalement, ça devrait le faire. Et puis, tu es face à un vrai spécialiste. Tu as vu, tu entends les arguments. C'est un duel. Ouais. Voilà. Okay. C'est un véritable duel. Le plus rapide prend un point. C'est pas trop moi. Et il y a 3 points possibles. 3 points possibles. Le plus rapide prend un point. Et puis derrière, le vainqueur va chercher le chocolat. Hein. D'accord. C'est quand même pas mal. On joue pour un chocolat. On est le pays du chocolat. Oui. On n'est pas la Suisse, on est la Belgique, le pays du chocolat. Petit clin d'œil. Et donc, forcément, on va, tout simplement t'offrir ça. Mais avant ça, il faut gagner. Il faut gagner. Et on démarre tout de suite avec le premier indice. C'est parti. Né le 1er juillet 1982. J'ai donc aujourd'hui 40 ans. J'ai remporté
43 titres individuels, dont une médaille olympique en De 2004. Oui, c'est excellent et ça démarre avec un premier point pour pas à 3-0, ça va. pour Xavier Justinena. Bien sûr, je suis une femme droitière. J'ai remporté plus de 20 millions de dollars en prize money durant ma carrière. Née à Liège, je suis aujourd'hui consultante télé. On en a parlé en France sur Eurosport. Attention, hein, Stéphane. Attention, hein, vitesse, rapidité. Je compte sur toi pour avoir un petit peu de... La pression. Ouais, exactement, exactement. On va partir sur le deuxième point, c'est parti. Allez, spécialiste espagnol de la terre battue, j'ai arrêté ma carrière en 2012. Vainqueur de 2 grands chelems, j'ai aujourd'hui 43 ans. Là aussi. J'ai donné à mon pays 3 Coupes Davis, surnommées Chavalito. Je participe au développement du tennis dans ma ville, où j'y ai développé une académie de tennis. Je suis espagnol. Juan Carlos Ferrero. Oui, mais voilà. Et allez, tu reviens, tu recolles. C'est bien, mon Stéphane. Tu recolles. C'est un point partout. Super. Attention, hein. Là, on joue pour le chocolat. Là, c'est la dernière réponse. Et cette fois-ci, j'ai mis des indices un petit peu différents, pas uniquement liés au sport. Ah oui, bah justement, ça peut jouer en ta faveur, mon cher Xavier. Ça peut jouer en ta faveur. Hein. Allez, c'est parti. Grand ami de l'humoriste français Kev Adams. Yannick Noah? Non. Ce n'est pas un grand ami de l'humoriste français Kev Adams. J'ai remporté une médaille d'or en double au JO de Pékin en 2008. Natif de Lausanne, j'ai remporté Federer, 16 tournois, non, 16 tournois en simple durant ma carrière. À 38 ans, je suis encore sur le circuit. J'avais français, non. C'est excellent. Et ensuite, on a pas beaucoup de Federer, ça doit être Wawrinka. Stanislas Wawrinka. Et les chocolats partout. Voilà. Magnifique. Vous avez gagné des chocolats, mon fabuleux. Mon cher Stéphane, c'est exceptionnel, ils sont partout. C'est le happening qu'on voulait pour la fin de saison. C'est exceptionnel. Bravo, merci. Quel bonheur, j'en ai eu plein de visages. C'est fantastique. Vive le show, vive la télé. Et puis pour justement continuer cette magnifique émission, on va vous offrir, regardez ça, des maillots de football, mais également des maillots de cyclisme. Et ils sont là, Unibet, Unibet ici, le maillot du Sporting Charleroi, le maillot du club de Bruges, et puis également un maillot de tennis, un maillot de cyclisme, celui du Tour de Titema. Ouais, parce que sur un terrain de tennis, ça le fait non, pas. Non, ça le fait un peu moins, effectivement, tu as raison. Et pour ce faire, on a besoin de vous. Il faut que vous ayez dans les commentaires pour nous dire tout simplement, votre meilleur moment de la saison. Quel a été votre invité préféré? Peut-être que c'est Stéphane, hein. Peut-être que c'est Stéphane, votre invité préféré. Quel a été votre moment le plus drôle? Vous nous le dites tout simplement dans les commentaires. Et puis, grâce à un tirage au sort magique, peut-être que vous remporterez ces 3 magnifiques cadeaux. Bonne chance à tous. On démarre avec tout simplement ta petite interview. Je veux m'intéresser à toi, mon cher Stéphane. On parlait justement tout à l'heure des prétendants possibles et tout. Il y a un tennisman que j'adore, qui s'appelle Nick Kyrgios. Est-ce qu'on peut l'estimer être le plus créatif du circuit? Ou le plus fou? Ça dépend. Le plus fou, hein, je pense que... Non, mais il est génial. Moi, j'adore Nick Kyrgios parce qu'il faut des personnalités comme ça, et puis il a une manière de jouer, et puis voilà, il se passe toujours quelque chose. Moi, j'étais fan absolu de John McEnroe. Je trouve que s'il y a un digne successeur, c'est Nick Kyrgios. Il a un talent extraordinaire. Maintenant, je voudrais bien le revoir parce que il était opéré du genou, hein, je pense, Kyrgios. Donc, ça fait des mois qu'on l'a plus vu. Et c'est une personnalité qui manque terriblement au circuit. Mais il est complètement dingue. Hein. Oui, c'est un vrai fou. Nick Kyrgios, ça te parle, mon cher Xavier? Encore, quand on voit ce qui me fait rire, c'est la raison de son forfait aussi pour Roland Garros ici. Genre, il s'est blessé à la main lors d'un vol de sa voiture ou un truc comme ça. Enfin, c'est encore un truc improbable. Oui, il y a toujours quelque chose. Dis-moi, Stéphane, qu'est-ce qui manque encore au monde du tennis bench pour tutoyer les sommets? Si tu devais faire un peu un bilan au niveau de la fédération, des talents, de comment est-ce qu'ils sont mis mis en formation, comment est-ce qu'on mis en avant, etc. Ben moi, je pense qu'on fait du très bon travail en Belgique et que les jeunes, on a eu numéro 1, numéro 2 juniors mondiaux. Ça n'offre aucune garantie, malheureusement, pour la suite de la carrière, mais c'est quand même la démonstration qu'on fait du bon boulot. Les 2 joueurs qu'entraîne Steve Darcy actuellement,
sont aux portes du top 200, Collignon et Onklin. Ce sont des caps à passer, hein. C'est toujours cette difficulté à s'installer dans le top 100, et puis à partir de là, ça ouvre d'autres portes. Ce qui manque peut-être, c'est un talent qui vient d'ailleurs, à la Carlos Alcaraz. Ça rappelle aussi un David Goffin en plus. David Goffin, il a une carrière extraordinaire, hein, numéro 7 mondial. Avec son physique, c'est aussi un pur produit de la fédération. Fédération, école privée, centre de formation privée. Franchement, je crois qu'on n'a pas à se plaindre. Il manque peut-être un peu plus, c'est dans la pyramide, d'avoir une base encore. Mais voilà, le tennis est en concurrence avec de plus en plus de sports aussi. Donc, mais moi, je trouve qu'on travaille bien en Belgique. Ouais, écoute, j'espère en tout cas qu'effectivement on pourra avoir encore un athlète meilleur que celui qui était, qui est d'ailleurs David Goffin, qui nous a fait rêver à de nombreuses reprises. Ouais. D'ailleurs, surtout à Roland-Garros, qui est vraiment un tournoi où il était particulièrement en forme. Ouais. On sentait que ça lui tenait à cœur, hein, Roland-Garros. Quel est ton plus beau moment dans ta carrière de commentateur de match? Je pense la demi-finale des Masters de David Goffin face à Roger Federer. Ça, c'est un moment extraordinaire que j'ai vécu avec Dominique, mon ami, et quand j'en parle, j'en ai presque des frissons parce que c'est une émotion. On n'osait pas y croire, et puis ça prend forme petit à petit avec un niveau de jeu extraordinaire. Tu nous rappelles un peu le match pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ne savent pas de quoi on parle? C'est de la demi-finale du Masters, donc c'est le tournoi final qui réunit les 10 meilleurs joueurs de la saison, et je pense que c'est le sommet actuel de la carrière de David Goffin, qui bat son idole absolue en jouant un tennis de rêve. Voilà, je me souviens d'une explosion de joie quand il conclut cet exploit. Toi aussi, t'avais les frissons à ce moment-là. Ah oui, c'est magnifique, quoi. Oui, c'était magnifique. Ouais, c'est des bons moments. David Goffin, encore une fierté liégeoise, hein. C'est vrai. Très très bien. Décidément, mon cher Xavier. À Liège, il y a beaucoup de talent. On est fiers de le dire, mais à Liège, il y a quand même des grands talents, hein. Franchement, David Goffin, encore une fois, qu'est-ce qu'on l'aime. Eh bien, écoute, mon Stéphane, merci pour tous tes détails, pour tout ce que tu nous as apporté comme précision. On va revenir en plateau dans quelques instants, mais d'abord, place au super pari de la semaine signé Thomas. Quels sont les meilleurs conseils que tu nous as dégotés sur base de nos analyses ici en plateau? Alors, vous avez cité pas mal de prétendants à la victoire, donc, mais vous n'avez pas forcément dit qui allait l'emporter. Et avant que je dévoile mon candidat à la victoire, j'aimerais bien que vous le dévoilez aussi. Donc, je vais commencer par toi, Sacha. Qui va remporter Roland-Garros? Moi, je pense que c'est Tsitsipas. Qui ça? Tsitsipas. Ok, belle cote. Donc, la cote, elle est plutôt intéressante. 4e au classement des favoris. Stéphane? Moi, je vais prendre un gros risque. Je vais rester cohérent. Je vais dire Medvedev. D'accord, 5e. Et pour toi, Xavier? On va dire Djokovic. Djokovic, 2e. Donc le grand favori, c'est Alcaraz, une cote assez faible, je trouve. Moi, j'aime bien tenter les cotes plutôt fun. Et du coup, je vais aller vers Stéphane. Medvedev, une très belle cote à tenter. L'explication que Stéphane a donnée concernant Medvedev était très intéressante aussi. Ça m'a poussé à aller vers ce joueur-là. Donc, on va tenter cette cote. Et donc, la victoire, pour moi, ce sera Medvedev. Allez, Medvedev. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tout cas à Daniil Medvedev, qui est un très grand athlète. On n'aurait pas osé dire ça il y a quelques mois. C'est clair. Ce serait paru pour des fous. Oui, c'est ça exactement. C'est parfois aussi les lignes d'énergie, les courbes, les tendances, et il est dans cette énergie-là pour aller chercher le tournoi. Stéphane, merci beaucoup. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'était un vrai bonheur de t'accueillir chez nous dans le Clubhouse. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. On se revoit très très vite, puisqu'il sera question cet été du Tour de France et également de la Vuelta. Vous n'oubliez pas, bien sûr, le petit concours pour remporter le maillot du Club de Bruges de Charleroi et de cyclisme du Tour de Titomas. Tag dans les commentaires votre meilleur moment de la saison, votre invité préféré de la saison. Vous nous laissez tout ça. Et puis ensuite, c'est le sortage, le tirage au sort qui fera la différence. En tout cas, on vous remercie d'avoir été aussi fidèles toute la saison. On vous fait plein de bisous. Ciao à tutti! Ciao, ciao!